Désolé pour ça. OK. Bonjour tout le monde, on va changer un petit peu de thème. Il y aura un peu de chevauchement avec la capsule d'aujourd'hui, mais on va s'en aller plein feu dans le vapotage. J'ai aucun conflit d'intérêt aujourd'hui en lien avec la présentation. Comme j'avais mentionné d'entrée de jeu, je suis pédiatre, clinicien-chercheur en toxicomanie, médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine. Ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est donc vapotage de nicotine et cannabis, mais se concentrant sur trois objectifs: décrire les dernières tendances liées à l'utilisation des produits de vapotage chez les ados et les jeunes adultes, discuter des impacts sur le vapotage à court et à long terme via l'utilisation de produits de vapotage, puis ensuite appliquer différentes approches thérapeutiques pour soutenir les jeunes ayant une dépendance au vapotage. On se lance. Mais quand on regarde le monde de la nicotine, au cours des dernières années, il y a un des plus grands succès de santé publique de notre époque. Ici, on voit là au niveau des adolescents canadiens la diminution fulgurante des taux de tabagisme depuis 2000 chez les 15-19 ans. Mais surprise, surprise, au milieu des années 2010, il y a une nouvelle tendance qui a émergé. Nous sommes tous bien sensibles à ça. L'utilisation de cigarettes électroniques qui contiennent de la nicotine qui a vraiment bouleversé, en fait, l'échiquier là, quand on regarde tout ça. Si on regarde des tendances un petit peu plus spécifiques au niveau du vapotage, je vous ai sorti donc des données canadiennes là, qui regardent là, avec des sondages nationaux quels sont les taux de vapotage par groupe d'âge. Ici, on le voit là, dans les 30 derniers jours. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le vapotage, c'est vraiment une tendance jeune, c'est-à-dire que au niveau, bon, pourcentage de la population, c'est vraiment les 15 à 24 ans qui sont les plus grands utilisateurs de produits de vapotage. Et puis, si on regarde au niveau du temps, ben, on semble avoir atteint une sorte de plateau depuis juste avant la pandémie de COVID-19 et puis jusqu'à maintenant. Les dernières données pas encore publiées, là, des sondages plus récents de 2022 semblent montrer aussi qu'on est encore environ dans un plateau. Et puis ici, si on regarde l'utilisation maintenant quotidienne par groupe d'âge, encore une fois, il y a des choses qui se stabilisent, mais peut-être même une légère hausse au niveau des consommateurs quotidiens là, de vapotage de nicotine. Et puis, on dirait chez les ados, là, on atteint le 6 chez les jeunes adultes, le 9-10 d'utilisateurs quotidiens de vapotage de nicotine au niveau de la population canadienne. Si on regarde les données québécoises, encore une fois, si on compare le vapotage avec l'utilisation de la cigarette, ben, on voit évidemment que les vapoteurs sont beaucoup plus jeunes que les fumeurs, si on veut, mais que donc au niveau de la population générale, il reste qu'il y a plus de fumeurs que de vapoteurs. Donc ça, c'est une chose intéressante à garder en tête là, au Québec. Donc, étant donné que les tranches d'âge sont plus restreintes là, pour les plus jeunes qui vapotent, en termes de nombre absolu, il y a plus de gens qui fument, qui fument que vapotent là, au niveau de la population générale. Et puis, on le voit, le tabac, ben, c'est plus prévalent là, dans les 25 à 64 ans. Donc, quelle est la raison principale d'utilisation de la vapotage de nicotine chez les 15-24 ans? Et ça, je pense que c'est là où ça devient intéressant parce que quand les produits de vapotage ont été introduits par les compagnies qui les vendaient, on disait, ah ben voilà, c'est une nouvelle façon de diminuer les méfaits, d'utiliser ça comme outil de cessation tabagique. Mais ce qu'on s'aperçoit avec les sondages, c'est que chez les ados et les jeunes adultes, la cessation tabagique n'est vraiment pas souvent la première raison d'utilisation des produits de vapotage. C'est vraiment plus, bon, curiosité, plaisir, et plus récemment, ce qui a vraiment monté, c'est la perception que la nicotine pourrait aider à réduire le stress. Je dis bien la perception parce que dans les faits, ben, il n'y a pas d'évidence disant que la vapoteuse va guérir ou aider là, vraiment à diminuer les problèmes d'anxiété sur le long cours. Quoique dans le moment, ça peut être une stratégie utilisée par certaines personnes pour gérer le stress. Je vous donne une petite histoire de l'évolution des cigarettes électroniques. Donc, les premières générations là, de cigarettes électroniques ressemblaient plus à des cigarettes mais, traditionnelles en plastique, des pipes électroniques, qui avaient des réservoirs ou des pré-remplis ou rechargeables, mais qui n'étaient pas aussi performants que les vapoteuses qu'on voit aujourd'hui. Peu à peu, on a vu la forme stylo, la forme avec gros réservoirs, et à partir des années 2015, là, les vapoteuses à cartouches, aussi appelées les PodMods. Et c'est vraiment dans cette génération-là qu'on se trouve, qu'elles soient donc rechargeables, donc en changeant la cartouche, ou jetables, une seule utilisation. Elles ressemblent souvent à ce qu'on retrouve dans le petit graphique pictogramme là, bleu pâle en bas. Donc, les vapoteuses en cartouche contiennent des sels de nicotine à haute absorption. Une cartouche typique va contenir là, entre 15 et 100 mg de nicotine. On sait que depuis 2021, il y a une loi fédérale qui dit que ça devrait être maximum 2 de nicotine. Cette loi fédérale-là, elle n'est appliquée au Québec que depuis la fin octobre 2023, date d'entrée en vigueur également de la nouvelle loi qui interdit les saveurs dans les produits de vapotage. Donc,
On sait que malgré ces lois-là, il y a quand même des produits à saveur, il y a quand même des produits à haute teneur plus haute que le 2% en nicotine qui circulent. Et puis, plus récemment, vous avez peut-être vu passer dans la presse la semaine dernière ou la semaine d'avant, il commence à y avoir des rehausseurs de saveur, donc des additifs vendus par les compagnies de produits de vapotage pour en fait ramener de la saveur dans des liquides qui n'en contiennent pas. Donc, vraiment, l'histoire des saveurs, ce n'est pas terminé. Et il faut être prudent avec tout ça. Donc, les vapoteuses jetables, je le mentionnais, ressemblent beaucoup aux vapoteuses à cartouche où on pourrait changer la cartouche et la popularité de ces dispositifs-là, c'est plus récent. La structure quand même est similaire là, aux vapoteuses de quatrième génération. Puis souvent, les jeunes vont se référer aux vapoteuses jetables en parlant du nombre de puffs ou d'inhalations que contiennent ces dispositifs-là, donc une 3000 puffs, une 5000 puffs, etc. Donc, qu'est-ce que c'est la structure d'une cigarette électronique? C'est un modèle un peu plus vieux ici, qui ressemble un peu plus à un stylo, mais il y a un réservoir qui contient un liquide qui est lié donc à un élément chauffant qui va produire ce qu'on appelle un aérosol, un mélange de vapeur et de particules fines. Les vapeurs viennent d'un diluant comme le propylène glycol ou la glycérine. Et puis, habituellement, il y a de la nicotine qui se retrouve là-dedans. Je vous avais mentionné là, des rehausseurs de saveur. Donc, au Québec, techniquement, on ne devrait pas avoir de saveur dans les liquides, mais certaines personnes pourraient être tentées d'en rajouter, ce qui pourrait rajouter des petites particules fines en suspension qui pourraient avoir des dommages pour la santé. Donc, quels sont les risques liés au vapotage? Bien, moi, j'aime diviser les risques en ce qu'on connaît à court terme, puis à plus long terme avec une exposition chronique. Le pictogramme ici, là, avec les lignes jaunes et noires, là, c'était en fait les graphiques utilisés par Santé Canada depuis quelques années pour dire, attention, attention, on ne connaît pas très bien les risques, mais on est en train de les connaître. Et puis, je vous les nomme un petit peu ici. À court terme, il peut y avoir des maladies pulmonaires aiguës liées à l'inhalation d'aérosols. Il peut y avoir une toxicité, évidemment, si on prend des très grandes quantités de liquide de vapotage, une toxicité à la nicotine ou autres substances qui pourraient être contenues dans les liquides de vapotage, comme le cannabis, si on va y venir. Et puis, il peut y avoir des blessures ou des brûlures liées au dysfonctionnement des produits de vapotage, et surtout si les ados, jeunes adultes seraient tentés de jouer un petit peu avec le fonctionnement du dispositif, rajouter des additifs ou des substances qui ne devraient pas se retrouver dans une vapoteuse et qui, donc, pourraient augmenter le risque de produire des blessures. À long terme, l'exposition chronique au vapotage, c'est sûr que c'est un domaine de recherche parce qu'on le sait, c'est assez récent, les vapoteuses. On le sait évidemment que ça peut mener à de la dépendance à la nicotine ou au cannabis, avec des impacts sur le cerveau qui serait en développement, surtout chez les ados et jeunes adultes. Il y a des associations assez fortes démontrées dans la littérature entre le fait d'utiliser d'abord une cigarette électronique et ensuite aller vers d'autres utilisations de substances, tabac, cannabis, et des associations aussi avec les problèmes de santé mentale. Très souvent, les recherches vont montrer des associations et non des relations de cause à effet. Mais si on prend une personne qui vapote, on sait que cette personne-là, par rapport à une personne qui ne vapote pas, a plus de chances éventuellement de consommer maintenant ou plus tard d'autres substances ou avoir des problèmes de santé mentale. Les recherches au niveau moléculaire, au niveau recherche animale et maintenant, plus récemment, recherche préclinique, commencent à démontrer effectivement que les produits de vapotage ne sont certainement pas sans risque pour les poumons et le système cardiovasculaire à long terme. Je collabore avec une équipe de recherche là, à Québec qui est en train de démontrer que de vapoter, même pas très longtemps, quelques semaines à quelques mois, amène dans les poumons un état inflammatoire de pré-maladie, donc des changements qui seraient notables quand on fait des imageries, quand on fait des tests de fonction pulmonaire. Et ça amène une tolérance réduite à l'effort. Et puis, ça peut exacerber certaines maladies pulmonaires qui sont déjà là ou en déclencher certaines autres, asthme, emphysème, bronchite, etc. Et puis, ça peut durcir les artères, augmenter la pression artérielle. Donc, effectivement, il y a des risques pulmonaires et cardio-respiratoires. Là où ça reste à clarifier, c'est comment ça va se comparer en termes de gravité et d'intensité à des risques qu'on pourrait voir avec l'utilisation de la cigarette à long terme, par exemple. On sait aussi qu'il y a des risques pour la santé orodentaire, pour la bouche, liés aux additifs, aux substances qu'on retrouve dans les liquides. Et éventuellement, il pourrait y avoir des risques de cancer parce qu'on le voit déjà avec une exposition à court moyen terme. Il y a des changements au niveau des cellules qui pourraient mener à des cancers. Donc, la fameuse nicotine, qui est dans la majorité des vapoteuses aux cigarettes électroniques, c'est la même nicotine qu'on trouve dans le tabac. C'est une substance, comme on le sait, qui agit rapidement, qui atteint le cerveau en quelques secondes et qui va agir sur une cascade de différents récepteurs. Donc,
initialement les récepteurs nicotiniques, ensuite, bon, va amener une sécrétion de dopamine, sérotonine, etc. Et ça va activer le centre du plaisir. Ça amène un risque de dépendance élevé. Pourquoi? Parce que la nicotine agit rapidement, produit un pic de dopamine et est rapidement excrété du corps. Donc, on dit que les risques de dépendance à la nicotine, que ce soit à la cigarette électronique ou le tabac, est plus élevé qu'avec l'alcool et le cannabis et même similaire à des niveaux que d'autres stimulants comme la cocaïne. Et puis, il y a une réaction physiologique au niveau du corps où il y a des hormones qui libèrent, bon, les organes vont libérer de l'épinéphrine, ça va faire augmenter la pression et le rythme cardiaque. Donc, quand on regarde au niveau bon, des différentes trajectoires, bon, on le dit, ça arrive vite au niveau du cerveau. On va stimuler le centre de la récompense et du plaisir. Et puis, au niveau des petites glandes au-dessus des reins, c'est là la réaction plus physiologique. Donc, la nicotine a un effet sur le corps humain. À plus long terme, on le sait que la nicotine agit sur le cerveau en développement et on le sait comment. On le sait parce qu'il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur des modèles animaux. Et puis, on voit qu'il y a des changements persistants au niveau du cerveau, donc une altération des fonctions cognitives, de certaines fonctions cognitives plus avancées, exécutives, et de certains signaux neuronaux. Donc, nos neurones ne vont pas envoyer des signaux de la même façon s'il y a une exposition à la nicotine durant l'adolescence. Et qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? Mais c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir des déficits au niveau de la capacité à être attentif, d'avoir une bonne mémoire de travail. Plus tard dans la vie, ça pourrait être associé avec des troubles de l'humeur, de l'impulsivité. Et puis, ça peut amener des changements qu'on dit épigénétiques qui augmenteraient les risques de dépendance aux substances, donc nicotine, alcool, cannabis et autres. Donc, cliniquement, souvent ce que moi je vois dans ma pratique, les jeunes qui parlent d'une utilisation régulière de nicotine vont parler de l'effet court terme qui est stimulant. Donc, il peut y avoir réduction de l'appétit, palpitation, augmentation du rythme cardiaque et tout. Mais si on arrête de consommer, ben, on va vite tomber dans la boîte orange qui est les signes de sevrage. Et puis ça, ben, on le sait, ça peut être un grand obstacle à la cessation parce que quand on arrête de vapoter, ben, on ne se sent pas bien. Puis si on l'a utilisé pour nous aider à gérer le stress, par exemple, on arrête de consommer et l'anxiété revient au galop. Il peut y avoir difficulté de concentration, agitation, etc. Donc, les symptômes de sevrage de nicotine, ils arrivent rapidement, habituellement 2, 3, 4 heures après la dernière consommation, parfois même moins que ça, et ça peut durer pendant des semaines. Je vous parle un peu de vapotage de cannabis. Je l'avais mentionné, une autre substance qui est vapotée fréquemment, on le sait. Je vous montre une statistique qui m'a vraiment étonné en 2022 quand c'est sorti. Là. En Ontario, actuellement, le vapotage de cannabis, c'est la façon la plus commune d'utiliser du cannabis chez les adolescents. Donc maintenant, les adolescents vont plus souvent vapoter du cannabis que le fumer en joint ou en pipe, par exemple. Et au Québec, ça gagne du terrain aussi de façon assez rapide. Là, je vous ai donné un petit extrait ici là, de l'enquête québécoise sur le cannabis. Bon, chez les 15-17 ans, la proportion des utilisateurs de cannabis est passée de 44 à 70 là, qui le font sous forme de vapotage. Et puis, même si le mode fumé demeure le plus populaire, ben, l'écart se rétrécit grandement. Donc, il faut savoir que le vapotage de cannabis n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Vous le savez probablement dans vos pratiques, dans vos réalités, mais c'est quelque chose qui est assez répandu à travers le Canada aussi. J'aimerais faire un petit topo au niveau vocabulaire. Au Québec, les ados, les jeunes adultes vont souvent parler de wax pen. Dans les faits, la plupart des utilisateurs de vapoteuses de cannabis vont utiliser des vape pens au cannabis. Puis, qu'est-ce que c'est la différence? Ben, wax de cire en anglais, c'est un dispositif qui va nécessiter un petit peu plus de manipulation. Il faut aller mettre la cire dans le dispositif. C'est les images au bas, là. Vous voyez avec la petite main, là. Et ça, effectivement, c'est un wax pen. Les dispositifs que les jeunes vont utiliser le plus souvent ressemblent beaucoup aux vapoteuses à cartouches de nicotine, mais qui vont contenir une huile de cannabis où c'est déjà préparé. Donc, les vape pens nécessitent moins de manipulation, c'est plus commun. Les wax pens requièrent plus de manipulation, mais au bout du compte, peu importe le terme, peu importe le dispositif parmi ceux-ci, les effets se ressemblent. On parle de produits hautement concentrés en THC qui vont avoir des effets importants sur le cerveau, sur la santé mentale. Donc, il y a des recommandations qui ont été émises là, par l'Agence de santé publique du Canada qui parlent de façon de diminuer ou réduire les méfaits par rapport à l'utilisation de cannabis. Puis j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui me pose beaucoup, beaucoup de questionnements et chez mes collègues aussi en médecine de l'adolescence. On parle d'adopter des modes de consommation sans fumer du cannabis qui pourraient être moins nocifs pour les poumons, par exemple. Donc, on suggère même ici d'utiliser du cannabis sous forme de vapotage comme une façon de diminuer les risques. Mais en même temps, on dit aussi de choisir des produits à plus faible puissance ou teneur en THC.
Moi, je vois ici, avec les deux flèches rouges, une contradiction, parce qu'on le sait que les produits de vapotage de cannabis contiennent habituellement beaucoup de THC à très haute concentration. Et puis moi, je vous dirais que pour les jeunes, avoir des concentrations aussi hautes de cannabis, bien, effectivement, c'est peut-être pas une façon moins nocive de consommer du cannabis. Puis, on le sait aussi que les produits de vapotage de cannabis qui seraient non vérifiés peuvent parfois contenir des contaminants nocifs et dangereux. Puis, je l'avais mentionné, dans les risques aigus du vapotage, un peu avant la pandémie, il y avait eu une série de cas de maladies pulmonaires aiguës liées au vapotage, surtout aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et la grande majorité étaient liées à des produits contaminés de vapotage de cannabis. Et puis on le sait, au Québec actuellement, les produits de vapotage de cannabis ne sont pas vendus légalement à la SQDC, donc on n'a comme pas le choix d'aller trouver des produits qui viennent d'une source peut-être vérifiée d'une autre province ou ailleurs ou de sources non vérifiées. Donc, je mets toujours un grain de sel quand je regarde ce graphique-là ou cette liste de recommandations-là pour dire comment on peut appliquer ça avec les ados. Donc, les effets du cannabis sur la santé, ben, c'est un grand sujet, puis on a eu des capsules sur le cannabis et la santé mentale, mais bien sûr, le cannabis a des effets sur le cerveau en développement, et puis aussi ben, sur la santé physique, et ça excède le cadre de la rencontre, de la capsule d'aujourd'hui, mais simplement une utilisation intense, plus précoce, avec des produits à haute concentration, vont avoir un impact à court terme, oui, sur les fonctions cognitives. Puis il y a des études de cohortes qui ont regardé des gens à travers la vie qui montre qu'effectivement, on va perdre des points de notre quotient intellectuel si on utilise du cannabis à haute concentration ou du cannabis simplement durant les années adolescentes, puis ça va se persister là au cours de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on combine vapotage de nicotine et de cannabis, qui, je vous dirais, ben, dans ma pratique du moins, puis dans la réalité des jeunes au Québec, est assez fréquente. Et il peut y avoir une codépendance. Et puis, les facteurs de risque génétiques ou environnementaux, souvent, sont communs. Là. Les vulnérabilités, les facteurs qui peuvent amener les jeunes à consommer, souvent se ressemblent. Mais on sait que la nicotine, qui agit plus rapidement, peut augmenter le potentiel de dépendance du cannabis s'ils sont utilisés tout ensemble. Le cerveau ou la conscience va avoir des fois un peu de mal à distinguer l'effet de l'un ou de l'autre si on les consomme toujours ensemble. La nicotine stimule le cerveau très rapidement, très intensément. Le vapotage peut aussi amener une belle stimulation, mais des fois une grande stimulation, mais bon, la durée d'action est un peu différente avec le cannabis. Donc, quand c'est le temps d'arrêter ou de cesser, ben, effectivement, il peut y avoir un sevrage à deux substances, qui peut être quand même difficile. Puis très souvent, les ados vont dire, ben, je vais diminuer un, mais vont peut-être augmenter l'autre et tout ça. Donc, voyez-vous, on a un beau problème ici. Il y a des recommandations qui existent actuellement. Là, je vais passer un petit peu plus vers les recommandations de quoi faire, puis comment agir sur tout ça. La Société canadienne de pédiatrie nous dit, ben, en fait, il faudrait dépister tous les 12 ans et plus pour les produits de tabac et de nicotine. Puis on le sait maintenant, c'est surtout la vapoteuse que les jeunes de cet âge-là vont utiliser. Les professionnels de la santé devraient dire ou aviser aux ados de ne pas fumer vapoter et de ne pas recommander le vapotage comme outil de cessation tabagique. Là, on parle vraiment de recommandations pour les 18 ans et moins. On devrait utiliser des stratégies comportementales comme l'entretien motivationnel qu'on comprend, qu'on connaît bien ici, là, dans ce groupe-ci, puis penser à offrir de la thérapie de remplacement de la nicotine. Il n'y a pas, à ce que je sache, des recommandations spécifiques pour les jeunes adultes par rapport à l'utilisation de la vapoteuse, mais je vous dirais que chez les très jeunes adultes, là, tout près de l'âge de la majorité, c'est difficile de dire si effectivement la vapoteuse serait un outil de cessation tabagique efficace parce qu'effectivement, certains jeunes, puis là j'inclus ados, adultes, vont quand même développer rapidement une dépendance à la nicotine qui serait très intense avec la vapoteuse parce qu'on peut vapoter beaucoup, beaucoup, beaucoup sans voir nécessairement l'odeur ou le dégoût qu'on aurait avec une cigarette, par exemple. Donc, la thérapie de remplacement à la nicotine, si on travaille à l'adulte, on est habitué de l'utiliser et puis on commence à en discuter de plus en plus avec les ados. Ça peut certainement être utilisé en combinaison avec les méthodes plus comportementales, le counseling et tout ça, pour aider à cesser ou à diminuer. Puis, chez les plus jeunes, on va souvent recommander une combinaison de courte et de longue action, les gommes, les pastilles pour les courtes actions et les timbres pour longue action. Les inhalateurs, les sprays nasaux et maintenant, plus récemment, les sachets de nicotine, là, que vous avez peut-être vu sortir aussi dans les médias dans les derniers temps, ne sont pas recommandés chez les ados, absence d'évidence. Chez les adultes, ça pourrait être recommandé, mais encore une fois, chez les jeunes adultes qui auraient peut-être un profil plus ado, les inhalateurs, les sprays qui peuvent être utilisés rapidement en grande quantité pourraient possiblement amener une augmentation de la quantité de nicotine à laquelle on est exposé. Puis on sait que les effets secondaires de la thérapie de remplacement à la nicotine sont légers. Donc,
rapidement, quelques petites équations pour parler de conversion, parce qu'avec les cigarettes, c'est assez facile de dire tant de cigarettes par jour, telle force de patch là, ou de quantité de thérapie de remplacement à la nicotine. Avec le vapotage, c'est un peu plus difficile. Il y a des équivalences qui sont protégées. On dit qu'on pourrait prendre 1 milligramme de thérapie de remplacement à la nicotine pour 1 à 2 milligrammes de sel de nicotine consommé par vapotage. Donc là, on s'embarque dans des petits calculs. Donc, si par exemple, on a une capsule de 1 millilitre qui contient 20 milligrammes, ou c'est l'équivalent de 2 ben, on pourrait dire, si on fait un ratio 1 pour 1, on pourrait y aller avec une patch, là, un timbre de puissance maximale à 21. Si on consomme un petit peu moins que ça, ben, on peut y aller avec des timbres un peu moins hauts. Mais il faut savoir qu'il faut ajuster le dosage selon le patient, selon la réponse. On ne devrait pas sentir quelque chose avec une patch. Il n'y a pas de buzz, il n'y a pas d'euphorie qui vient avec ça. Habituellement, c'est vraiment plus pour éviter les symptômes de sevrage et puis combiner là, les courtes et les longues actions, comme je le disais. Chez les ados, il y a une évidence plus limitée d'utiliser d'autres médicaments pour aider avec la cessation de la nicotine. Le bupropion, la varenicline peuvent être considérés, varenicline plus chez les 16 ans et plus. La cétidine, c'est un produit naturel qu'on commence à discuter plus chez les adultes. Il n'y a pas encore d'évidence chez les ados. Donc, ces trois options-là chez les jeunes adultes pourraient être considérées. Et je vous partage quelques ressources, en fait, là, si vous voulez en lire plus, en savoir un petit peu plus, comment aborder le vapotage, questionner sur le vapotage. La Société canadienne de pédiatrie, encore une fois, avec laquelle j'ai collaboré, a créé 2 excellents guides cliniques là, pour savoir comment avoir une conversation sur le vapotage, quoi questionner en termes là, d'utilisation de produits de vapotage de nicotine et de cannabis, puis quels risques partager sur la santé avec nos ados si on en partage quelques-uns pour ne pas rentrer dans la moralisation, mais bien plus dans la conversation. Plus récemment, il y a une application québécoise dont vous avez peut-être entendu parler, l'application Libère, qui est une application de réduction-cessation du vapotage pour ados, mais pour être utilisée par des jeunes adultes. C'est très bien fait. Il y a des sites très interactifs aussi. Ça peut être téléchargé sur téléphone Android ou iPhone. Et puis, les ressources de Québec sans tabac ou du CQTS, incluant l'aide par texto, pour aider avec le soutien d'arrêt nicotinique, peut être une option intéressante là, pour nos ados, jeunes adultes qui sont souvent sur leur cellulaire. Donc, je termine avec des petits points clés. Ça va nous laisser peut-être un petit moment pour des questions. Je l'ai mentionné, le tabagisme chez les jeunes, les ados et jeunes adultes, c'est en baisse, mais le vapotage de nicotine, ça demeure très élevé, la plupart du temps avec des liquides à quand même haute teneur en nicotine. Le vapotage de cannabis, c'est rapidement en hausse chez les jeunes. C'est souvent pratiqué en combinaison avec le vapotage de nicotine, ce qui peut multiplier les risques. Il y a plusieurs risques à court et à long terme avec le vapotage. Une approche de réduction des méfaits, ça devrait être accompagné d'une réflexion quand même en lien avec ces risques, sachant qu'il y a certains risques qu'on commence tout juste à comprendre. Et puis, ben, il y a des outils comportementaux et pharmacologiques qui existent, mais au centre de tout ça, l'approche motivationnelle, c'est toujours un bon départ. Alors voilà, quelques références et je termine avec ça.